Habitat, santé, service à la personne, financement, la perte d'autonomie peut faire de chaque aspect de la vie un casse-tête. Le résoudre plutôt que d'en faire une fatalité, ça dépend de nous. Cap sur l'horizon 2050, lorsque la France comptera 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie. En donnant la parole aux acteurs d'aujourd'hui, nous imaginerons ce dont leur quotidien sera fait. Cette semaine, nous donnons la parole à Viviane Chabert, directrice générale de la Mutuelle du Bien Vieillir, la MBV, Marie Belpino, docteure en psychologie cognitive et directrice du Broca Living Lab et du CEN STEAMCO, Raphaël Rowe, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies au cabinet Altervia Avocat, et Anne-Sophie Rigaud, professeure de gériatrie à l'Université de Paris et chef de service de gériatrie à l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Faire aider les personnes âgées en perte d'autonomie par des robots, cela sonne comme une évidence lorsqu'on envisage le futur de la perte d'autonomie. Mais ne risque-t-on pas d'aller un peu vite en besogne ? Comment faciliter le travail des aides à la personne et la vie des personnes âgées sans jamais porter atteinte à la dignité et à l'intimité de ces dernières ? Découvrons comment les personnes au grand âge accueillent ces nouvelles technologies et interrogeons-nous sur les principes qui devront encadrer les robots à mesure qu'ils seront de plus en plus fonctionnels. Que signifie dignité et intimité au grand âge ? Réponse de Viviane Chabert, directrice générale de la MBV, Mutuelle du Bien Vieillir. Je rappellerai simplement que la loi Leonetti, qui a été beaucoup discutée, rappelle tout simplement que toute personne a droit à une fin de vie digne et apaisée. Donc on voit bien l'importance de la dignité à partir du moment où justement on se trouve dépendant de quelqu'un d'autre. D'où le lien très proche avec l'intimité, puisque souvent c'est sur des actes, je dirais, de la vie quotidienne intime que l'intervention et le bon vouloir d'un tiers intervient et peut amener parfois à créer des inconforts ou peut-être voire aussi parfois plus loin encore de l'humiliation pour une personne qui vit mal le fait de voir intervenir une tierce personne pour des actes qui touchent son intimité, par exemple, tels qu'une toilette, des actes d'hygiène et autres, puisque souvent c'est dans ces actes aussi intimes que la sensation et la relation à l'humanité peut être perturbée. Alors, comment procéder ? Anne-Sophie Rigaud, professeure de gériatrie à l'Université de Paris et chef de service de gériatrie à l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Dans une situation de dépendance pour les personnes âgées, ça va être d'une part d'essayer d'encourager la personne à faire tout ce qu'elle peut faire, de voir les aspects qui restent positifs, de voir les capacités que la personne garde et que l'on va essayer d'encourager, de stimuler, de préserver le plus longtemps possible et en parallèle de compenser progressivement les déficits qu'elle a en essayant bien sûr de lui garder sa dignité et en utilisant l'empathie qui est un point très important que le soignant, que le proche doit avoir à l'égard de la personne pour l'aider dans les difficultés qu'elle observe au cours de la maladie. Ces aspects de compensation peuvent être, par exemple, dans les déplacements, dans certaines démarches administratives qui deviennent difficiles pour la personne, c'est-à-dire pour des actions complexes, et puis ensuite pour des gestes beaucoup plus simples de la vie quotidienne, qui vont être, par exemple, même de se laver, de s'habiller, de préparer ses repas, de manger. Le grand âge peut également compter sur l'assistance robotique pour maintenir son hygiène de vie. Explication de Marie Belpino, docteure en psychologie cognitive et directrice du Broca Living Lab et du CEN STEAMCO. Aujourd'hui, la robotique est principalement utilisée dans le cadre de l'accompagnement des personnes âgées dans 3 domaines. Le premier, ce serait plutôt les robots comme un outil médiateur qui va apporter un soutien cognitif à la personne dans le cadre d'une activité particulière. Par exemple, dans le cadre d'un programme de psychomotricité, d'un programme d'orthophonie. Ces robots favorisent aussi l'attention que la personne accorde aux exercices proposés. Et dans ce sens, il vient remplir plutôt un rôle de soutien cognitif. Un deuxième domaine, ce serait le soutien psychosocial. Et donc, on voit plusieurs projets de robotique qui vont avoir comme but la socialisation de la personne, le maintien des échanges, la participation à des activités collectives, et la communication
Et donc, les robots peuvent être utilisés comme outil par les professionnels pour animer ce type d'activité et proposer différents types de contenus et en termes de comportement du robot, des exercices que le robot peut imiter avec son corps, de contenus que le robot peut transmettre comme de la musique, des textes. Et enfin, on a des robots qui vont être plus dans un domaine pragmatique, plus fonctionnel. Donc, c'est des robots qui vont proposer des tâches concrètes d'aide dans la vie quotidienne. Par exemple, un rappel des tâches de la personne, comment la journée est organisée, comment je guide une personne à faire étape par étape à accomplir une tâche concrète. Donc, par exemple, c'est laver les mains. Donc, pour une personne qui a des troubles de la mémoire, il y a aussi une fonction qui est très utilisée, que c'est l'aide à la communication à distance. Et on voit que plusieurs de ces outils intègrent aujourd'hui des outils de communication de type visioconférence. Et puis, on a une autre série de robots qui sont quand même moins étudiés, moins développés aujourd'hui, que c'est des robots qui pourraient faire le transport et le transport des petits objets. L'assistance robotique offre également une alternative pour compenser la dégradation physique des personnes. Viviane Chabert, directrice générale de la MBV. Après, il y a d'autres sujets en termes robotiques et qui me paraissent intéressants et sur lesquels je crois que la société et les pouvoirs publics notamment devraient se pencher. C'est l'utilisation ce qu'on appelle les exosquelettes peuvent venir aussi en aide, et c'est un autre type de robotique, peuvent venir en aide notamment aux personnes âgées à des mobilités réduites. Et ça, je pense qu'il y aurait peut-être des choses pour les aider à retrouver une mobilité facilitée. Ça peut être intéressant, comme de la même façon, ça peut être des outils très intéressants, mais à retravailler sans doute aujourd'hui pour que les professionnels de santé, je pense notamment aux aides-soignantes, qui réalisent aujourd'hui des actes assez répétitifs pour assurer, par exemple, la toilette d'une personne âgée, pour l'accompagner dans ses déplacements, des choses comme ça, et qui pourraient permettre sans aucun doute, notamment quand on doit faire une toilette d'une personne qui est alitée en fin de vie, pour faciliter sans effort et permettre à un soignant de faciliter une toilette en douceur. Voilà, donc ça aussi, la robotique, elle n'est pas que pour les personnes âgées, je pense qu'il faut la réfléchir aussi pour les professionnels, pour les soulager de tâches pénibles et répétitives, et derrière, contribuer à faciliter la vie des personnes âgées. Je pense notamment à un robot qui, je crois, a été fabriqué, d'ailleurs, c'est un robot français qui a été fabriqué, je crois c'est sur la ville de Limoges, par une société, et qui permettait d'apporter de l'assistance à une personne âgée, de l'aider si elle chutait à se relever. Cet usage-là est très intéressant. Et je pense qu'au contraire, les gens seront vite demandeurs de ce type de robot, qui au contraire peut aider et intervenir en termes de veille et de prévention. Et c'est surtout ça qu'on attend aujourd'hui souvent, c'est d'avoir un robot, non pas un robot, je dirais, de lien social, oui, mais pas que. Et sans doute des robots qui apporteraient une vraie assistance seraient assez facilement déployés. Donc ça me paraît important. Si les robots occupent une place indéniable dans le maintien de l'autonomie, quelle place occupent-ils aux yeux de ses utilisateurs ? Viviane Chabert. Alors le sujet des robots, pour nous, au niveau notamment de la mutuelle MBV, c'est un sujet qu'on étudie depuis de nombreuses années, puisqu'on s'y intéresse depuis une bonne douzaine d'années au moins. Les robots est un sujet qu'on ne peut pas éviter parce que forcément, dans les années à venir, la place des robots sera là et elle sera quand même importante. Pour ce qui est, bien sûr, de considérer qu'elle puisse être intrusive, les expériences que nous connaissons aujourd'hui, ce qu'on peut en dire, et je parle d'expériences en maison de retraite médicalisée, c'est que, et notamment auprès de public Alzheimer, c'est que à chaque fois, ces robots n'ont jamais été perçus comme intrusifs. Bien au contraire, parce qu'il y a un petit côté magique. D'abord parce qu'ils sont très agréables à la vue et que tous les fabricants, les laboratoires qui ont travaillé ces robots ont su leur donner et savoir jouer sur le regard, sur leur aspect, sur le côté un peu humanoïde qui fait qu'ils sont plutôt agréables
Ils ont un côté même un peu enfantin, bien souvent, et donc il y a un attrait naturel. Et puis la personne âgée, c'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle ne s'intéresse pas aux nouvelles technologies, bien au contraire. Des personnes âgées ouvertes à l'utilisation des robots, à condition qu'ils respectent leurs préférences. Anne-Sophie Rigaud, professeure et chef de service de gériatrie. Actuellement, on a des robots qui ont finalement des fonctionnalités très limitées. Mais si l'on imaginait de nombreuses fonctionnalités, et en particulier des robots qui puissent aider soit sur des tâches domestiques et sur des tâches plus intimes, comme la toilette, l'habillage, qui n'existe pas du tout actuellement, bien sûr, on s'aperçoit que les préférences des personnes sont très différentes d'une personne à l'autre, selon sa culture, selon sa personnalité, selon son histoire de vie. On avait fait une étude avec des personnes âgées qui étaient intéressées par la robotique, mais très peu dépendantes, complètement autonomes, qui avaient une certaine réticence à l'égard de l'utilisation des robots. Et ces personnes disaient très clairement qu'elles étaient d'accord pour les utiliser pour des tâches domestiques, aspirateurs ou laver la vaisselle ou éventuellement être aidées pour la comptabilité, mais qu'elles ne les souhaitaient absolument pas pour des tâches intimes comme la toilette et l'habillage. Mais finalement, cette vue n'est pas forcément partagée par tous les individus, et d'autres personnes âgées ont pu nous dire que pour elles, les tâches intimes faites par une autre personne ne sont pas plaisantes. Montrer sa dégradation et sa perte d'autonomie à un autre humain, finalement, n'était pas satisfaisant pour elles. Elles avaient le sentiment de perdre leur dignité. Et elle préférerait plutôt que ce soit un robot qui, finalement, fasse des aides pour des tâches intimes, ce robot n'étant pas susceptible de les juger, d'avoir une émotion de pitié à leur égard. Le consentement de la personne âgée en perte d'autonomie est donc fondamental dans l'acceptation d'une assistance touchant de près à sa dignité et à son intimité. Un consentement qui se complique lorsque la conscience de celle-ci est altérée. Anne-Sophie Rigaud et Marie Belpino, docteur en psychologie cognitive. Les personnes, lorsqu'elles ont une maladie d'Alzheimer qui évolue, pensent qu'elles n'ont pas de difficultés et il n'est pas rare qu'elles refusent les aides au domicile. Donc là, ça va être un travail très progressif avec la personne, de l'aider à accepter des aides. On commence souvent d'ailleurs par lui proposer le passage d'une infirmière de temps en temps pour la prise de tension artérielle, puis de façon plus régulière. Puis, en fonction des déficits, on lui proposera des aides de plus en plus importantes. Mais on voit donc que la technologie et les robots ne sont qu'une petite partie de toute la compensation possible auprès d'une personne. Finalement, la technologie et les robots posent les mêmes soucis que l'ensemble des aides qui vont être proposées à la personne. Donc ça, c'est un point très important parce que souvent, les personnes qui ne sont pas du domaine pensent que la technologie pose des problèmes spécifiques et que les robots en posent en particulier, mais non. Un concept clé qui nous semble important à tenir en compte, à surligner, à examiner, à travailler, c'est l'empathie. C'est l'empathie vis-à-vis de cette personne et dans le sens de respecter, comprendre, respecter ses sentiments, ses croyances, ses attitudes, comme l'accompagner dans ce processus qui est souvent douloureux, difficile, pour ne pas la faire sentir diminuée, même si on apporte progressivement des aides et en faisant attention à ne pas faire sentir la personne dévalorisée malgré les difficultés. Quand la personne ne sait plus s'exprimer, il est important à ce moment-là que les soignants soient attentifs aux petits signes qui montrent l'intérêt de la personne ou le désintérêt de la personne. Par exemple, le fait de tourner la tête et d'ignorer la technologie qui est proposée à la personne, en particulier le robot, montre clairement que la personne n'est pas intéressée. Et donc, le soignant va proposer le robot à la personne. Elle est attentive aux signes que la personne montre et elle va très vite, en fait, savoir si la personne veut utiliser cette technologie ou ne veut pas l'utiliser. En fait, c'est le souhait de la personne qui guide le professionnel dans l'intervention thérapeutique qu'elle fait avec cette personne. Et bien sûr, on est dans des situations lorsque on a des troubles neurocognitifs majeurs
où la capacité à consentir, la capacité à comprendre ce qui se passe pour la personne et la capacité à consentir est susceptible de se détériorer avec la maladie. Et ça peut fluctuer d'un jour à l'autre. La personne comprend un jour, ne comprend pas un autre jour. Ça peut fluctuer au cours de la journée. Et c'est donc important pour les équipes soignantes, pour les proches, de vérifier les signes qui permettent d'identifier des situations où les personnes sont à l'aise, les soins, les toilettes, de se placer à la place de la personne en respectant sa dignité, son identité. Et ça serait important de connaître l'histoire de vie, les préférences, la culture de la personne pour bien comprendre si la personne, s'assurer que la personne comprend la situation, accepte les soins qui lui sont donnés et faire en sorte qu'elle ne se trouve pas dans une situation de mal-être où elle a l'impression qu'elle se trouve en situation de déchéance et donc qu'elle pourrait perdre sa dignité. Et pourtant, les robots ont démontré leur vertu sur ces personnes dont le consentement est altéré par un trouble neurocognitif. Viviane Chabert, directrice générale de la MBV. On s'est rendu compte que des personnes qui étaient désorientées Alzheimer à des stades assez avancés et pour qui la communication verbale était compliquée, retrouver dans cette espèce de relation duel avec un robot un petit peu outil magique, le plaisir de s'exprimer. Et on retrouvait un naturel d'expression sur ces personnes âgées grâce à ces robots. Le robot peut apporter des choses extrêmement intéressantes. Comment alors aider les personnes à adopter ces technologies quand on sait que la France comptera 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie à l'horizon 2050 ? Explication de Raphaël Roux, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies au cabinet Altervia Avocats. Vous avez un rapport de 2012 de l'OCDE qui indique qu'à l'horizon 2050, le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie surpassera largement le nombre d'aidants potentiels. Donc si vous voulez, on sait déjà aujourd'hui qu'on aura besoin de ces technologies, qu'on aura besoin de ces techniques et qu'on aura besoin de cette assistance robotisée. Et donc on doit mettre en place en fait des campagnes de sensibilisation afin d'initier en fait les personnes qui vont être concernées ou potentiellement concernées, c'est-à-dire qu'on est tous potentiellement concernés par ce type de technologie dans le futur. Vous voyez par exemple les recommandations qui sont faites aussi par la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, sur les enceintes connectées par exemple que vous avez à domicile. Alors là, on n'est pas sur un système d'assistance robotisé, mais on est sur une technologie présente au quotidien dans le domicile des personnes. Eh bien, la recommandation de la CNIL était de chercher non pas le consentement seulement de la personne qui était propriétaire de cette enceinte, mais aussi de toutes les personnes qui composaient le foyer, ainsi que des personnes qui allaient être invitées. C'est-à-dire que très concrètement, vous invitez des gens chez vous pour dîner, il y a une enceinte connectée, eh bien vous devez demander le consentement des personnes que vous allez accueillir chez vous et leur expliquer que voilà, l'enceinte elle est connectée en continu pendant toute la soirée. Est-ce qu'ils sont d'accord pour ça? Donc vous voyez que c'est pas le genre de réflexe qu'on va avoir. Donc ça va effectivement se heurter à des réflexes qu'on n'a pas et une appréhension difficile en fait des technologies qui nous entourent. Mais progressivement, si vous voulez, avec les applications diverses et variées de l'intelligence artificielle et de la robotique, on va s'y habituer. Certaines bonnes pratiques permettront de favoriser l'acceptabilité des robots, dont l'un des enjeux principaux est la sécurité. Viviane Chabert, directrice générale de la MBV. Je crois que l'élément majeur qui pourrait, me semble-t-il, faire qu'il y ait un peu de réticence potentiellement, c'est si un robot, en tant que, alors robot d'assistance notamment, avait dans sa conception, pouvait constituer un risque en termes de danger parce que, par exemple, le robot en se déplaçant pourrait renverser une personne âgée, par exemple. Donc ça, c'est clair que la sécurité du robot est un sujet majeur qui pourrait constituer quelque chose qui fasse que, si c'est pas bien maîtrisé, éventuellement, ça puisse constituer un risque et pour le coup, le rapport bénéfice-risque serait inversé. Pour Anne-Sophie Rigaud, professeure et chef de service de gériatrie, l'acceptabilité des robots doit passer avant tout par l'évaluation des besoins de la personne. Un point important va être d'évaluer les besoins de la personne, c'est-à-dire évaluer dans quel contexte on souhaite. Est-ce que, en particulier, un point important, est-ce que la personne a des troubles cognitifs ou est-ce que elle a toutes ses capacités mentales?
Est-ce qu'on souhaite le robot pour de la visioconférence? On va définir l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour du rappel de tâches, par exemple, ou pour de la stimulation cognitive, ou pour, par exemple, s'assurer que la personne ne chute pas et pouvoir appeler des secours si la personne chute, tout en se rappelant que, à l'heure actuelle, les fonctionnalités de robots restent très réduites. L'acceptabilité des robots doit également passer par une étude minutieuse de l'ergonomie et de l'environnement de vie de la personne, ainsi qu'un suivi attentif aux évolutions des besoins. Marie Belpino, docteure en psychologie cognitive. On se rend compte qu'il faut, une fois qu'on décide qu'il y a une technologie qui pourrait éventuellement répondre à un besoin de la personne, il faut trouver le bon dispositif, celui qui a les caractéristiques ergonomiques qui conviennent le plus à chaque utilisateur particulier. On va être attentif à, par exemple, l'interface d'utilisation. Est-ce qu'on va utiliser la commande vocale? Est-ce que la personne arrive à comprendre les mécanismes de la commande vocale? Est-ce que le dispositif va bien comprendre la parole de la personne? Le besoin d'utiliser des claviers virtuels, est-ce que la personne est à l'aise? Elle a déjà l'habitude? Est-ce qu'elle arrive à apprendre et à utiliser, à s'en servir de ces dispositifs? Aussi, en termes, par exemple, de volume, est-ce qu'il faut faire des réglages particuliers qui conviennent à une personne? Il y a aussi l'examen de l'environnement de vie de la personne. Et effectivement, il y a beaucoup de technologies qui sont dépendantes de l'environnement. Et il doit y avoir, selon les technologies, toute une série d'aspects qu'il faudra vérifier pour être sûr que quand on propose la technologie, elle va être vraiment utilisable dans un environnement de vie particulier. Donc, un cas qu'on a vu régulièrement dans nos expérimentations avec des robots sociaux d'assistance, c'est le déplacement du robot, la navigation du robot dans un environnement donné. Et puis, on se rend compte que ces robots nécessitent des environnements qui sont très simples, dégagés, qui n'ont pas beaucoup d'obstacles, qui n'ont pas de différences de niveau pour pouvoir se déplacer correctement. Ensuite, il y a la question de la définition des usages, qu'effectivement, les outils ont différentes fonctions, différents services. Et finalement, c'est comment construire cet usage pour la personne, comme un protocole d'utilisation. Et probablement, on ne va pas utiliser toutes les fonctions et laisser toutes les options ouvertes à la personne, mais cibler et aussi accompagner l'usage par un processus de formation. Et ça, c'est aussi une étape clé, parce que même quand on présente des technologies pour les grands tâches, en expliquant que c'est des technologies simples d'utilisation, on se rend compte que la formation est toujours nécessaire. Et cette formation doit impliquer donc la personne concernée, l'utilisateur principal, mais la formation et l'assistance doivent rester disponibles pour l'entourage de la personne, que ce soit au domicile, les proches, les membres de la famille et les professionnels de l'accompagnement, de la prise en charge. Et puis, un dernier point qui nous semble important dans cette acceptation des dispositifs par la personne âgée, c'est la réexamination des besoins dans le temps et réexaminer si la technologie représente toujours une réponse pertinente pour la personne et si la personne elle-même, elle est toujours en capacité de s'en servir. Présente sur tous les fronts, l'assistance robotique semble avoir de belles années devant elle. À force de développement et de nouvelles fonctionnalités, ne risquerait-elle pas d'être trop intrusive pour la personne âgée? Viviane Chabert, directrice générale de la MBV. Je ne crois pas qu'ils le vivent comme intrusif, et pour une seconde raison qui me paraît importante, c'est que l'utilisation à aujourd'hui, je dis bien à aujourd'hui, dans nos secteurs d'activité de personnes âgées, l'utilisation de ces robots se fait toujours sous contrôle permanent d'un professionnel. Ça n'est jamais imposé à une personne âgée, donc c'est vécu toujours très positivement. Pour Raphaël Roux, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies, seul un contact humain pourra prévenir de la déshumanisation du soin et du risque d'intrusion que peut représenter l'assistance robotique. Le maintien de la vie privée de la personne implique des garde-fous. Quand vous êtes en perte d'autonomie et quand vous êtes en perte d'indépendance, vous allez vous attacher effectivement aux personnes qui vont venir vous aider, ce qui est normal, ce qui est humain. Par contre, vous ne pouvez pas avoir le même attachement à un robot ou à un dispositif, en fait, si vous voulez, d'assistance robotisée, mais vous allez quand même avoir une dépendance émotionnelle vis-à-vis en fait de ce robot, et ça, il faut l'encadrer, et il faut également faire attention effectivement à
un syndrome qu'on ne connaît pas encore bien aujourd'hui parce qu'il est difficile à diagnostiquer, mais c'est l'absence progressive de contact humain et ses impacts, en fait, si vous voulez, sur le moral, ses impacts même sur la santé physique des personnes. Donc, il y a un droit fondamental aussi, si vous voulez, sur lequel on reviendra, qui est le droit, finalement, pour une personne âgée dépendante, d'être prise en charge, assistée par des êtres humains aussi, et non pas exclusivement par des robots. Je prends l'exemple des personnes qui ont été mises en quarantaine lors de leur période de confinement Covid. Vous avez effectivement une explosion des solutions robotisées qui étaient induites par la période de crise qu'on a subie, et heureusement que ces solutions étaient là. Mais c'est vrai qu'une personne dans sa chambre d'hôtel pendant toute la période de confinement qui ne croise que des robots, parce que finalement le seul contact qu'il va avoir c'est avec le robot qui va lui distribuer ses repas, eh bien il ne faut pas minimiser l'impact que ça peut avoir sur le moral et donc sur l'état de santé général de la personne. Donc il y a une mise en garde en fait qui est nécessaire concernant la dépendance émotionnelle de la personne âgée sur le robot. Quelle place faut-il accorder au robot ? Et comment l'introduire auprès de son utilisateur pour qu'il n'y ait pas de confusion dans son esprit ? La question fait débat. Anne-Sophie Rigaud, professeure et chef de service de gériatrie. Certains disent qu'il faut expliquer très clairement qu'il s'agit d'un robot et finalement toujours rappeler pendant toute l'intervention à la personne qu'il s'agit d'un robot et non pas par exemple d'un animal, dans le cas où le robot aurait un aspect d'animal ou voire un humain, dans le cas où certains robots peuvent ressembler à un humain comme le petit robot Nao. Certains pensent qu'il faut toujours rappeler à la personne qu'il s'agit d'un robot. D'autres professionnels et d'autres auteurs de la littérature sont moins affirmatifs sur ce point, à savoir qu'ils privilégient plutôt une attitude où la personne décide en fait elle-même de ce qu'elle veut penser. C'est-à-dire, lorsqu'on lui présente par exemple un robot animal ou un robot humanoïde, on laisse la personne penser, soit qu'il s'agit d'un robot, soit qu'il s'agit d'un objet ressemblant à un animal ou à un humain, soit qu'il s'agit d'un animal et d'un humain. Et dans cette façon de penser, la liberté est laissée à la personne de penser ce qu'elle veut. Le soignant va suivre la croyance et le souhait de la personne de penser ce qu'elle veut et non pas s'opposer à elle en essayant toujours de la remettre de la réalité. Alors ça nous paraît un aspect tout à fait essentiel parce qu'il y a un débat dans la littérature et nous allons travailler dans un projet qui s'appelle Robotics dans lequel nous allons travailler ce point, c'est-à-dire comment on présente un robot à une personne lorsqu'elle a des troubles cognitifs. Faut-il être très clair sur le fait qu'il s'agit d'un robot et toujours tenter de la remettre dans la réalité ou faut-il la laisser penser et agir avec cet objet comme elle le souhaite, avec les croyances qu'elle souhaite. Le point important étant de la mettre dans une situation où, bien sûr, elle n'est pas en difficulté. Quel que soit ce débat, il y a toujours aussi en parallèle à revoir régulièrement avec les soignants comment ils se sentent face à ces robots. Parce que finalement, assez souvent, la personne qui utilise le robot est très claire. Soit elle souhaite dire que c'est un robot, soit elle souhaite dire que ça n'est pas un robot, que c'est un vrai animal ou une vraie personne avec laquelle elle interagit. En revanche, le soignant lui-même peut être très mal à l'aise face à ce que croit le patient. Et donc, nous pensons qu'il est important d'avoir des réunions régulières de débriefing, là aussi pour que les soignants puissent exprimer leurs craintes, leurs difficultés, et qu'on puisse en rediscuter et permettre que finalement l'intervention se fasse de façon satisfaisante pour le patient, mais également dans une situation où le soignant est à l'aise avec cette intervention thérapeutique. Il faudrait donc mettre en place des règles juridiques pour assurer une utilisation digne et respectueuse de l'aide robotique à la personne âgée en perte d'autonomie. Mais qu'en est-il vraiment ? Raphaël Rowe, avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies. Il n'y a pas de vide juridique en fait sur la robotique. D'accord, ça il faut le savoir. Les règles qui sont applicables sont principalement des règles de droit qui sont existantes, qui sont adaptées à cette situation nouvelle que présente effectivement le rapport des humains à la robotique. Vous avez des régimes de responsabilité déjà applicables qui vont être mis en musique par ces avancées robotiques. Et là, on peut imaginer trois situations, trois hypothèses notamment. Si vous voulez, c'est Madame Desjans qui va les identifier dans un article qu'elle a fait sur la Revue Générale de Droit Médical. Elle va identifier trois hypothèses. La première, c'est une personne fragile, donc vulnérable, qui va être blessée lors de l'usage à domicile d'un système d'assistance robotisée défectueux.
Dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est le régime de responsabilité du fait des produits défectueux qui va s'appliquer. Et ce régime-là, il instaure en fait une responsabilité sans faute et de plein droit pour le producteur du produit, donc le producteur du robot. Vous allez avoir une deuxième hypothèse dans laquelle la personne fragile est blessée lors de l'usage d'un système d'assistance robotisé défectueux en établissement de santé. Donc là, on n'est plus à domicile, on est dans un établissement de santé, d'accord? Il y a un défaut de sécurité qui a créé un dommage, un défaut de sécurité du robot. Et il y a une troisième hypothèse qui est évoquée par Mme Nemjean, c'est la personne fragile qui blesse quelqu'un lors de l'usage du système d'assistance robotisé. Et nous, l'analyse qu'on a pu faire aussi avec Damien Transo dans nos publications, c'est effectivement que plus le système robotique est autonome, et donc va prendre des décisions par lui-même, et auto-apprenant, avec ce qu'on appelle le machine learning, moins la responsabilité de l'utilisateur, donc celui qui a la garde de la chose, donc l'utilisateur propriétaire ou locataire, va être importante. Cette autonomie de la robotique devra aller de pair avec la discrétion de son déploiement dans l'environnement de la personne et avec la transparence des données qu'elle intègre pour aider au maintien de son autonomie. Raphaël Roux. Il y a une attention particulière en fait qui doit être portée sur la discrétion des outils technologiques pour ne pas perturber finalement la personne âgée dépendante en fait face à l'émergence des caméras par exemple de surveillance, de systèmes anti-chute, de déambulateurs connectés et intelligents, de systèmes de géolocalisation, l'écosystème finalement qui va se créer, visible ou invisible, autour de cette personne. Donc il y a un principe effectivement de discrétion pour pas que ces personnes-là se sentent véritablement épiées dans tous leurs gestes au quotidien. Donc cette notion de discrétion des outils technologiques, elle doit être aussi mise, si vous voulez, dans la balance avec un principe fondateur du règlement général sur la protection des données, et globalement sur toute la législation informatique et liberté qui existe en France, c'est la notion de transparence des traitements de données à caractère personnel. Il va y avoir des données techniques qui ne vont pas être considérées comme des données personnelles parce qu'elles ne se rattachent pas à une personne physique particulière, des données complexes qui vont être des données système, mais il va y avoir des données aussi qui vont être directement liées à et qui vont permettre l'identification d'une personne physique. Donc ces données-là, elles vont répondre effectivement au cadre applicable du RGPD. Au centre de ce cadre-là, on a le principe de transparence qui implique qu'avant toute collecte et traitement de ces données auprès de la personne vulnérable, eh bien, on fournisse une information claire, compréhensible, simple. On va potentiellement parler aussi de données qu'on va considérer comme des catégories particulières de données, des données sensibles. Et là, vous avez effectivement le RGPD à nouveau, le Règlement général sur la protection des données, qui vous rappelle que il y a un principe d'interdiction de traitement de ces données-là. Donc ces données de santé, c'est-à-dire ces données sensibles, elles ne pourraient être traitées sur la personne dépendante que si on obtient préalablement son consentement explicite au traitement. Et si on ne peut pas obtenir ce consentement explicite parce que la personne n'est plus en capacité de le donner, à ce moment-là, il faut s'assurer que ce traitement-là, il est bien nécessaire strictement pour la sauvegarde des intérêts vitaux de cette personne-là. Un enjeu de transparence croissant à mesure que les systèmes se complexifient. Ça devient compliqué de comprendre en fait comment fonctionnent les intelligences embarquées sur les robots. Parce que tout simplement, elles ont évolué en fait elles-mêmes. L'objectif, ce sera de comprendre comment on est arrivé au résultat qui nous est proposé. Et ça passe par l'auditabilité de la technologie, c'est-à-dire réussir à décortiquer les éléments qui ont amené à cette décision-là. Et là, on commence à avoir du mal à le faire. Donc, il faut véritablement avoir ça en tête pour assurer donc une traçabilité et une neutralité dans la prise de décision. Donc, il y a un vrai besoin de création de cet organisme de surveillance qui va évaluer les risques et la conformité et qui va délivrer donc des certifications. Vous avez effectivement le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, et les autorités de contrôle nationales sur la protection des données personnelles qui ont un rôle à jouer là-dessus, fondamental. D'ailleurs, il a créé un contrôleur européen de la protection des données, ce RGPD. Vous avez une commission spéciale sur l'intelligence artificielle à l'ère du numérique qui a été créée par le Parlement européen en septembre 2020 et qui va aussi analyser l'impact de l'IA sur l'économie de l'Union européenne. L'assistance robotique devra donc passer par un établissement de règles éthiques pour informer l'utilisateur de son usage et de son fonctionnement. Viviane Chabert, directrice générale de la MBV. Il faut plutôt jouer sur des normes qui sécurisent, sur des règles de jeu aussi en termes éthiques, parce que ça me paraît fondamental. Voilà. D'abord, parce qu'un robot, on ne doit pas l'imposer à une personne. Elle doit être éclairée sur l'utilisation d'un robot parce qu'elle est âgée et que elle sera une perte d'autonomie ou dépendante.
Donc, elle doit être éclairée sur l'usage des robots, choisir elle-même pourquoi elle veut un robot et pour quel usage elle le voudrait. Donc ça me paraît être important. Et puis, je fais confiance à la jurisprudence pour arriver à créer, si nécessité, je dirais, une régulation par la loi, par les textes, la réglementation pour réguler, je dirais, les excès ou les dérives qu'il pourrait y avoir. Mais déjà sur la base de bon sens, de vision éthique, de normes sécuritaires sur le matériel, je crois qu'on doit pouvoir répondre à une majorité de solutions et de situations sur les robots. Aujourd'hui, il y a un débat sur le 5e risque et qu'il est prévu prochainement une loi sur le grand âge et l'autonomie. Je pense que ça sera l'occasion rêvée, si je puis dire, pour que la loi grand âge et autonomie définisse bien un cadre réglementaire à l'usage des robots. Enfin, si c'est pas prévu dans cette loi, c'est qu'elle n'est pas prospective et ça serait fort dommage. Je pense que cette loi peut être l'occasion de définir une culture éthique dans l'usage des robots, voilà, et permettre ainsi de trouver des pistes d'avenir pour accompagner le vieillissement et le fort vieillissement avec la dépendance. À mon avis, cette loi grand âge et autonomie, je dirais, devrait prendre en compte tout ce cadre réglementaire du travail des robots, en coopération avec les professionnels de santé et définir quand même un cadre général de leur usage avec une vision à la fois, je dirais, normative et à la fois aussi éthique, parce que c'est souvent l'éthique qui est l'élément majeur pour nous dans l'usage plus que son utilisation, je dirais, en termes de qualité de produits et de robots. Si les possibilités promises par l'aide robotisée à la personne ne peuvent que susciter l'enthousiasme, il importera donc toujours que cette dernière reste maîtresse de leur utilisation. Le corollaire de l'autonomie, pouvoir faire ce que l'on veut, c'est en effet de pouvoir n'être aidé que pour ce que l'on souhaite. Nos aînés font aujourd'hui montre d'ouverture à l'égard de ces nouvelles technologies. Il nous faudra donc établir un cadre rigoureux pour maintenir cette confiance au fil des générations, consentement de la personne, connaissance de ses besoins, sécurité irréprochable, respect de ses données et de son intimité. Quant à l'établissement de la 5e branche de la sécurité sociale consacrée à la perte d'autonomie, il pourra être l'occasion de fixer un cap favorable aux personnes aidées comme à leurs aidants. Ceci fait, il s'agira de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces solutions, et ça dépend de nous.